Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à cette première édition du Connection Forum pour Microsoft. Un nouveau format en ce juillet 2020, dans une année si particulière, si prenante d'un point de vue des émotions dans ce qu'on a vécu en tant que crise sanitaire pendant ces 4 derniers mois. Et puis bien sûr, on veut relancer avec un débat sur l'innovation pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Très important, on va parler de reprise, on va parler de reconstruction et de réimaginer la façon de faire du business. D'ailleurs, je voulais remercier mes équipes parce qu'on a développé ce nouveau format en seulement 5 semaines. C'est assez remarquable. Et on se dit que voilà, dans un monde qui change, dans un monde qui devient hybride, un événement digital en juillet pour parler des 6 prochains mois serait quelque chose de très utile. On va commencer ce matin à en parler avec Jean-Philippe Courtois, président Sales et Marketing Monde pour Microsoft. Ravi, Jean-Philippe, de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de passer quelques minutes pour parler. Voilà, tu as une vision mondiale, tu vas nous aider un peu à décrypter ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans le futur. Avant de commencer, d'un point de vue personnel, déjà, Jean-Philippe, comment ça va? Comment vas-tu? Merci Carlo, écoute, je vais très bien. Je sais qu'il en est même pour toi et pour beaucoup de nos équipes. Et surtout, j'espère que pour chacun d'entre vous qui nous regardez, vous avez traversé cette période le mieux possible, parce que c'est une période quand même qui a été très 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 compliquée. Il y a quand même au plan mondial des phénomènes assez extraordinaires et énormes, avec un impact incroyable. Au niveau de la santé, on parle quand même de 13 millions de cas maintenant détectés dans le monde et malheureusement plus de 600 000 décès. Au plan de l'économie, on parle d'une économie qui va se contracter au moins de 6% au plan mondial au niveau du GDP. Au plan de l'emploi, c'est très difficile à comprendre parce que les modalités de suivi du non-emploi, malheureusement, n'est pas toujours très officialisée dans tous les pays. Mais on pense qu'il y a environ au moins 200 millions de postes qui ont été touchés par des formes de chômage dans le monde et probablement beaucoup plus. Et puis également au plan des aides économiques, c'est du jamais vu. Et on parle de 8 000 milliards de dollars qui ont été, entre guillemets, imprimés par les gouvernements nationaux comme au niveau de l'Union européenne d'ailleurs, pour aider tout simplement à traverser cette crise d'abord, et puis maintenant essayer de se retourner et recommencer à reconstruire. C'est quelque chose effectivement d'inimaginable. Jamais une crise avait eu un impact aussi global, aussi rapide d'ailleurs. Parfois ça prenait 1 ou 2 ans, là en 4 mois on a vu vraiment quelque chose d'incroyable. Alors ça a dû amener aussi des changements pour toi dans ton quotidien, comme pour nous tous. Donc toi tu étais habitué par ton rôle à voyager beaucoup, donc c'était d'ailleurs une vie incroyablement pleine d'avions et de parcours. Pour être avec nous dans les filiales et comprendre comment Microsoft opère. Comment ces 4 mois se sont transformés dans un monde digital pour toi? Je pense d'abord, Carlo, qu'on fait partie des privilégiés, une entreprise de technologie, je tiens à le dire, par rapport à beaucoup d'autres clients qui ont des problématiques beaucoup plus difficiles dans certains types de rôles. Et donc, j'ai eu la capacité d'arrêter ces voyages. Je voyageais à plus de 60% de mon temps dans plus de 100 pays du monde depuis 20 ans. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, un peu souffler, quoique, je pense que beaucoup ont aussi expérimenter la collaboration digitale intense qui s'est mise en place depuis nos foyers en fait. Je me suis évidemment confiné à la maison avec ma famille également. Et donc plusieurs choses sont passées. D'abord, clairement, une intensité de contact rapide sur Teams, évidemment. On a utilisé de manière très intense notre plateforme comme beaucoup de nos clients pour avoir avec tous nos collaborateurs, que ce soit toi, tes équipes, nos 14 zones géographiques dans le monde, que ce soit mes équipes de leadership étendues, des contacts très rapides et importants et répétés, très importants pour comprendre ce qui se passe, analyser ces signaux faibles ou forts qui se passaient. Deuxièmement, au niveau de notre senior leadership team, donc avec Satya Nadella, on est un processus de crise, comme beaucoup d'entre vous sans doute, où littéralement tous les jours, on se retrouvait 1 heure très intense. D'abord pour parler de la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Ensuite, évidemment, d'aider nos clients à traverser cette crise et assurer la continuité de leurs affaires. Et troisièmement, essayer de commencer à lever la tête un petit peu pour se dire, bon, une fois qu'on aura fait tout ça, comment va-t-on faire pour à la fois aider nos clients, nos partenaires? Ça veut dire que dans mon agenda, j'ai mis bout à bout un petit peu beaucoup de ces expériences connectées sur Teams, sur Power Apps, en faisant attention aussi, parce qu'on a tous appris à ne pas être burn-out, comme on dit, c'est-à-dire avec cette frontière qui disparaît entre la vie personnelle, familiale. Et il y a beaucoup qui ont des conditions évidemment beaucoup plus difficiles que certains d'entre nous chez eux, et de mélanger les genres et d'arriver à trouver un équilibre sain d'exercice physique pour sa santé mentale, tout en ayant cette connexion. Voilà. Et je dois dire que ça s'est très bien passé avec de très nombreux clients. Les nombres d'appels et de projets se sont intensifiés. Satya le disait publiquement, en 2 mois,
on va dire, les 2 premiers mois, parce que la crise a continué évidemment après, on a vu des clients faire des progrès plus importants qu'en 2 ans de transformation numérique. Et donc, on a vu une accélération incroyable. Voilà un petit peu en quelques mots. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'enseignements tirés pour chacun d'entre nous, je pense, dans le futur, le jour d'après. Alors, te connaissant, je sais qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'intensité des discussions avec les clients, parce que même si tu n'as pas pu les rencontrer physiquement, tu as eu beaucoup de connexions grâce à Teams et aux outils digitaux, justement, et tu es resté en contact avec les clients partout dans le monde. C'est ça la beauté de ton rôle, c'est que tu vois toutes les plaques géographiques, du Japon au Brésil, donc les pays plus développés, ceux qui sont en bas développement, c'est ça qui est fantastique. Donc, est-ce que dans tes discussions ces 4 derniers mois avec nos clients et nos partenaires, tu as vu des indications de changement systémique dans comment les entreprises, les organisations en général opèrent? Ça va être des entreprises privées, mais aussi les gouvernements et les organisations publiques. Oui, donc Carlo, effectivement, j'ai beaucoup apprécié en fait l'intensité et la multiplication de ces contacts avec les clients. À vrai dire, j'ai plus que doublé dans la même période de temps, parce que j'aime bien comparer dans ma gestion du temps, le nombre de rendez-vous clients dans des formats de 30 minutes généralement, avec des dirigeants d'entreprise, avec leurs équipes, des Chief Digital Officers et l'ensemble des parties prenantes. Et je dois dire qu'on a vu se dessiner et s'affirmer 4 grosses tendances, en fait, dans la manière de travailler, de fonctionner différemment, et la manière dont on a pu accompagner ses clients, on continue de le faire. La première, c'est évidemment, on pense toujours tout de suite dans une situation de crise, et ça va durer longtemps, je pense aussi, les premières lignes. Notre rôle, en tant que plateforme technologique de confiance, c'est aider ces premières lignes, ces personnes qui ont fait un travail incroyable dans la santé, dans la logistique, dans la sécurité, dans les infrastructures critiques de notre pays, et à faire face. Il y a de très beaux exemples en France comme partout dans le monde, dans lesquels c'est vrai que notre plateforme Teams a été mise à très forte contribution. On est passé de 30 millions à plus de 75 millions d'utilisateurs quotidiens. Je pense à des entreprises comme L'Oréal qui a accéléré centaines de milliers de collaborateurs dans le monde son utilisation, et je pense qui de fait a choisi maintenant une nouvelle manière de collaborer. Je pense également au fonctionnement aussi auprès d'hôpitaux, par exemple, qui ont pu être faits. Il y a de très beaux exemples en France, je crois le CHRU de Nancy notamment, ce qui est de très belles réalisations, aussi bien avec Teams que des hubs, des Surface Hubs également qu'ils ont pu utiliser. Et je pense également aussi à tout ce qui a pu se passer avec la santé au plan national. Un grand pays comme le Royaume-Uni, on a pu équiper avec ces technologies à la fois collaboratives Teams et ce qu'on appelle les plateformes de code, à faible code, de Power Platform, le service national de santé du UK, NHS, plus de 1,3 million de personnes qui ont pu agir. Donc ça, c'est une première tendance forte, les premières lignes, et leur donner la capacité à agir. La seconde, Carlos, c'est vraiment dans la capacité à digitaliser un petit peu toutes les activités, finalement. Et donc, on a vu aussi bien, par exemple, de très beaux exemples dans les supply chains, les chaînes de valeur de nos clients, au cœur des usines, qui ont été totalement, j'allais dire, perturbées par l'arrêt des frontières, de la logistique, des entreprises comme Unilever, grâce à des technologies sur notre plateforme Azure, sur le cloud, mais également sur tout ce qui concerne un petit peu les digital twins, les jumeaux numériques, ont pu finalement reproduire et surtout simuler avec Blue Yonder, qui est une solution sur Azure, justement ces scénarios de crise, de rupture de chaîne logistique, et avoir des options pour fonctionner mieux, ce qui leur a permis de rebondir d'une très belle manière. De beaux exemples aussi qui ont été réalisés dans cette manière-là. En France, je pense à La Poste. Il y a des exemples magnifiques de La Poste pour servir ses clients dans une période aussi autant perturbée avec Power Apps, avec la capacité de centaines de milliers de collaborateurs de La Poste de développer, sans avoir à coder littéralement, des applications mobile cloud qui vont se connecter avec tous les back-end systèmes en toute sécurité et permettre de régler un petit peu ce dernier kilomètre, on dit en anglais le dernier mile de l'innovation, pour faire face aux imprévus et à ces situations de crise. Donc ça a été assez incroyable. On l'a vu également dans les organisations financières. C'est le cas par exemple des grandes banques américaines, et en France la problématique était la même, pour aider les PME à survivre avec des prêts fléchés d'argent. Et comme tout prêt, on veut savoir prêt ou don, il faut savoir à qui on donne et pourquoi on le donne. Et on a pu créer avec Ernst & Young une très belle application qui, en l'espace de quelques heures, a permis de finalement répondre à un problème, un processus qui aurait pris des semaines dans la bureaucratie avant la crise. Ça, c'est des exemples qui nous inspirent un petit peu, je pense. Et un petit peu une troisième tendance très forte, évidemment, c'est la tendance également sur, clairement, la transformation accélérée d'industries. Des industries qui sont également réglementées.
Je pense finalement à la santé. Il s'est passé beaucoup de choses dans la santé, forcément. Et donc, on est très fiers en France d'avoir, je sais, collaboré avec toutes les organisations de la santé publique et privée. J'ai parlé du CHRU tout à l'heure, de Nancy, les hospices civiques également de Lyon. Également des plateformes de data, évidemment, sur lesquelles on est ravis d'assurer en toute sécurité et en toute confidentialité, évidemment, en réglementation française, la capacité à activer notamment des bots. Donc des bots qui ont pu aider dans le monde plus de 31 millions de personnes sur ces conversations pour aider à détecter, pister et orienter les problèmes de santé. C'est la finance. On a par exemple annoncé des accords incroyables avec des organisations comme BlackRock, qui gère 25% des actifs un petit peu de la planète, oui, et qui a décidé de basculer ça sur Azure. C'est également dans l'automobile une très belle entreprise française Global Forestia qui a souhaité vraiment s'embarquer sur Azure, sur le cloud, pour développer des services innovants et également économiser de l'argent dans des temps très compliqués sur leur infrastructure. Bon, les exemples sont très nombreux, je vais m'arrêter parce que je suis très passionné et qui touchent beaucoup d'environnements. Et je crois qu'on a vu énormément d'innovations s'accélérer littéralement dans tous les domaines de l'économie, mais aussi qui touchent finalement la société. Et c'est bien parce que du coup, ça fait réfléchir sur comment imaginer des nouveaux modèles. On va en parler dans quelques minutes. Alors, avant de te laisser partir, Jean-Philippe, une question importante. On a beaucoup entendu parler pendant la crise de course au profit versus, est-ce que c'est compatible ou pas? Je pense que oui, mais on va en parler. Responsabilité sociale et sociétale. Beaucoup d'entreprises ont accéléré, là aussi, pendant cette crise, une réflexion sur comment équilibrer les deux choses. Et on se rend compte que voilà, chaque entreprise, chaque organisation doit donner un sens à ces opérations qui vont au-delà simplement d'une gestion de PNL. Donc, comment est-ce que tu vois ces aspects et comment tu vois Microsoft être un partenaire pour nos clients et nos partenaires pour faire en sorte qu'ils trouvent cet équilibre? Je pense, Carlos, tu soulèves une question très importante et qui est réellement au cœur de notre mission d'entreprise et qui n'a pas attendu le début de la crise pour finalement revendiquer une responsabilité que l'on a. On a une responsabilité très forte en tant qu'acteur global et notamment acteur de confiance avec nos plateformes de services cloud et d'intelligence artificielle. Et donc notre mission l'illustre aussi. Donc la traduction française ne donne pas forcément justice au mot empower, mais on va dire que c'est donner les moyens à chaque personne, à chaque organisation en France et dans le monde de réaliser ses ambitions. Alors c'est notre aspiration, mais ça veut dire qu'effectivement dans la conduite de nos affaires, on souhaite avoir un équilibre entre évidemment la performance économique qui est attendue d'une entreprise, mais également l'environnement durable, la manière dont on s'inscrit dans cet environnement. On a pris des engagements forts en janvier dernier qui s'inscrivent totalement dans l'accord de Paris et qui veulent dire que Microsoft s'engage d'ici 2030 à passer en empreinte carbone négative. Et d'ici 2050, qui est encore plus un pari, c'est pas un pari parce que c'est un plan très audacieux, de retirer, entre guillemets, de l'air qui nous entoure, un petit peu toutes les émissions de carbone qu'on a générées depuis la création de Microsoft en 1975. Et ça, c'est beaucoup. Et donc, on est très responsable. Ça veut dire que les énergies renouvelables, ça veut dire que des solutions durables dans tout ce que l'on fait dans nos opérations vont être appliquées. Donc, c'est le premier, un axe très fort, Carlo, dans lequel on veut co-innover avec nos clients. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train de se faire. Il y a un deuxième axe sur lequel on vient d'annoncer également une initiative, je pense, très importante pour la société au sens large. C'est le développement des compétences et de l'emploi, et d'aide à l'emploi. Et donc, sur ce domaine, on a annoncé que nous mettons en place une initiative globale. Évidemment, la France, je sais, y participe de manière, notre filiale, très importante et passionnée, qui va permettre d'aider 25 millions de personnes dans le monde, et notamment les personnes, j'allais dire, les plus impactées également par cette crise, à accéder à des compétences. Et ça veut dire qu'on met en œuvre toute la capacité et la qualité de la connaissance et de l'apprentissage de compétences en ligne. C'est la plateforme qu'on appelle Microsoft Learn pour toutes les compétences d'ingénierie sur le cloud, sur Azure, sur Microsoft 365, sur Teams, sur Dynamics aussi. Mais c'est également LinkedIn. LinkedIn, évidemment, qui est cette plateforme qui est le plus grand réseau mondial de professionnels et qui a développé un contenu vraiment de grande qualité, LinkedIn Learning, dans lequel les personnes vont pouvoir aussi, au-delà de la technologie, apprendre sur des compétences, ça s'appelle les soft skills, des compétences un peu de savoir-être aussi, et pas simplement de technicité. Et en combinant les deux, et en association partenaire avec des gouvernements du monde entier,
des organisations de recherche d'emploi, des partenaires aussi, là je fais appel à tout notre écosystème de partenaires en France extrêmement engagés et bien d'autres, et bien on va mettre en place des actions, je pense, d'envergure pour jouer un rôle important dans ce domaine. Voilà deux, j'allais dire, dimensions très importantes de notre responsabilité. Et puis je finirai par une troisième qui est évidemment essentielle, qui est une entreprise, une organisation qui doit aussi s'inscrire dans la plus grande diversité. Dans la plus grande diversité, le plus grand respect, que ce soit de la diversité raciale, ethnique, de genre. On souhaite vraiment participer de manière ouverte, mais de manière aussi apprenante, à changer nos comportements, à aider également à continuer à non seulement attirer des talents les plus divers de notre société, mais à aider et à favoriser beaucoup d'organisations qui aident à faire cela. Aux États-Unis, où évidemment notre entreprise prend ses racines, et dans lequel on a une très forte responsabilité, mais également dans le monde, dans lequel je m'engage personnellement avec nos équipes à progresser année après année, mois après mois, à être beaucoup plus exigeant dans notre manière de mener les choses. Voilà, Carlo, et je sais que ce sont des gros thèmes, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est des gros thèmes, très intéressants. D'ailleurs, sur le dernier, en France, on a lancé une initiative qu'on avait commencé 4 mois avant la crise, donc on l'a juste lancé sur le mois de juin, qui est diversité d'origine. Donc, d'ouvrir un peu la réflexion pour Microsoft France, et on partage déjà avec notre écosystème, parce que c'est bien sûr un débat et une réflexion très importante à avoir ces jours-ci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, toujours un plaisir de t'avoir avec nous, et à bientôt dans des nouveaux rendez-vous, de te voir en France. Merci, Carlo. Oui, au plaisir, je suis un peu plus souvent en France, comme on a pu le constater récemment. On va utiliser ça et en toute sécurité. Merci à chacune d'entre vous également de votre partenariat, et j'espère que vous maintenez en très bonne santé également, vous et les vôtres. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et donc après la perspective avec Jean-Philippe sur la vision de ce qui s'est passé pendant ces mois-ci à niveau mondial, on va revenir en France et parler de ce que j'ai pu observer aussi dans notre pays et comment on va s'y prendre dans les prochains mois. Donc d'abord, je voudrais commencer avec un très grand merci, un merci à vous tous pour la collaboration, je dirais presque renforcée, enfin sans presque, carrément renforcée de ces 4 derniers mois. Bien sûr, pendant le début du confinement, le nombre de discussions, d'appels, de demandes d'aide et de support que nous avons reçus de notre écosystème, donc vous les clients, vous les partenaires, était incroyablement fort. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes pour vous aider, mais je peux vous dire que j'ai reçu quand même pas mal de feedback et de messages de vos équipes et de vous-même. Donc je sais que nous avons eu une intensité de collaboration sans précédent et qu'on a réussi, grâce au digital, à garder ce fil de continuité dans les opérations qui ont permis à beaucoup de vos entreprises de garder les activités malgré cette crise et ce confinement. Donc merci aux outils digitaux. On va en venir parce qu'ils ne sont certainement pas suffisants pour tout faire, mais c'est clair qu'ils peuvent beaucoup aider. Donc merci de la part de tous les collaborateurs de Microsoft pour cette relation très très forte ces 4 derniers mois. Donc il y a trois moments que nous avons vus dans cette crise. La première étape, bien sûr, c'est pendant le moment de confinement, c'est comment les entreprises réagissent. On a bien sûr aidé tout type d'organisations. On a vu qu'il y avait des organisations qui étaient déjà, on va dire, largement digitalisées et qui ont juste fait un coup d'accélérateur sur l'utilisation des outils. Il y en a d'autres qui n'avaient pas forcément fait toute cette transformation et qui ont dû l'accélérer un peu dernière minute. Néanmoins, c'est grâce à la technologie aujourd'hui, on peut faire, dans les 2 cas, on peut changer les choses. Donc, dans la phase comment réagir à une crise, on a vu des choses fantastiques. Demain, il va falloir se poser d'autres questions qui sont comment je reconstruis les processus de mon entreprise pour qu'elle soit plus résiliente et plus innovante. Et ensuite, réimaginer carrément des business models. On va y venir dans quelques minutes. Mais restons déjà sur la première phase. Donc, qu'est-ce que nous avons observé pendant les 2-3 premiers mois à partir du confinement du mois de mars? Eh bien, on a vu vraiment des choses incroyables se passer. C'est-à-dire, Jean-Philippe a cité quelques exemples au niveau monde. Moi, je l'ai vu en France, je vous donne quelques exemples.
la mobilisation des Françaises, des Français pour imaginer comment réagir correctement et rester opérationnel pour fournir des services à ses propres clients était quand même incroyable. On l'a vu dans le monde de la santé, on l'a vu dans le monde de l'éducation. Jean-Philippe a parlé plus de la santé, mais le monde de l'éducation aussi, on a vu des choses remarquables. Il y a quelques exemples en ligne, en Bourgogne, à Paris, dans le Sud, partout. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités ont complètement changé leur pédagogie et on a vu des millions d'étudiants pouvoir continuer à avoir de la formation tout en étant à la maison. Et c'est fantastique de voir en seulement quelques jours ou quelques semaines une telle réaction. Dans les hôpitaux aussi, grande transformation. Je rappelle d'ailleurs le programme Gardons le lien que nous avons fait avec la Fondation Simplon. 50 organisations qui se sont mises ensemble pour faire des dons financiers ou des dons en matériel. On a pu livrer 20 000 dispositifs à des EHPAD et à des hôpitaux pour garder le lien justement entre des patients et des familles qui ne pouvaient pas aller voir physiquement. Donc un exemple de mobilisation. Mais aussi par exemple ce que nous avons fait avec Reza. C'est fantastique, en seulement 2 semaines, nos équipes avec Capgemini Invent et nos équipes Microsoft, on a développé des applications pour gérer en fait le flux de masques pour la France à un niveau national. On a pu donc avoir 200 000 utilisateurs connectés à cette plateforme, gérer la conformité des livraisons de ces masques dans les hôpitaux et on a traité donc plus de 40 000 établissements hospitaliers en France. Donc voilà un exemple d'accélération. Peut-être il y a 2 ans, un projet comme ça aurait pris quelques mois. Là, on a dû le faire en 2 semaines. C'est possible, on l'a fait en 2 semaines. Et du coup, grand exemple de mobilisation. Un autre exemple, Alstom ou SNCF, les deux dans les transports, 2 entreprises qui ont aussi révolutionné leur façon de faire pour permettre à leurs collaborateurs de continuer les opérations. Et juste là aussi 2 exemples, chacune de ces 2 entreprises ont seulement une quinzaine de jours, ont redéfini des processus pour permettre aux personnes de continuer à travailler. Donc beaucoup d'exemples de mobilisation, d'invention, peut-être sous une contrainte de crise, mais c'est beau de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble pour réaliser en quelques semaines, parfois en quelques jours, des réponses pour rester opérationnel. C'est fantastique. Nous avons appris aussi quelque chose de fondamental, c'est que le digital ne fait pas tout. C'est-à-dire que, bien sûr, les outils aident, mais les outils ont aussi leurs opportunités et leurs contraintes, et il ne faut pas rentrer dans un nouveau dogme qui est de dire, maintenant qu'on a découvert la collaboration et la productivité à partir de la maison, merci aux outils digitaux, on va rester à la maison, et puis on change de façon de travailler. On a une approche chez Microsoft un peu différente et on a fait une étude très très intéressante. C'était la 2e fois qu'on la faisait, mais du coup là avec le recul du Covid, nous avons appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, les outils digitaux, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Est-ce qu'il y a un équilibre nouveau à trouver? Est-ce que par exemple, quand on est dans une vidéoconférence, est-ce que d'un point de vue de la concentration et des ondes cérébrales, est-ce qu'on peut détecter le fait qu'il y a plus de fatigue? Et on a fait des études très approfondies là-dessus et on peut vous dire qu'effectivement, oui, il y a plus de fatigue. Donc il faut faire attention à ne pas abuser des outils. Il faut savoir toujours maîtriser les outils. Les outils doivent nous accompagner, mais on doit les maîtriser, on doit les connaître, les comprendre pour les utiliser à bon escient. Donc on ne voit pas du tout un monde qui va devenir seulement de la collaboration sur un ordinateur ou sur un téléphone. On voit un monde où ces outils sont là pour nous aider à faire ce que nous devons faire, à réaliser nos ambitions, comme le dit la mission de Microsoft, mais certainement en aidant l'humain et ne pas nous contraindre dans des formes de travail qui ne nous conviennent pas ou qui nous fatiguent ou qui mettent en danger l'équilibre personnel et professionnel. Donc cette étude est très intéressante, je l'ai publiée d'ailleurs sur LinkedIn il y a quelques jours, je vous invite à la lire et ça vous donne justement des perspectives sur les contraintes, les atouts bien sûr, mais aussi les contraintes des outils digitaux. Les choses positives aussi, c'est l'empathie, je citerai l'empathie, c'est-à-dire qu'on a vraiment vu que la solidarité entre personnes et le fait de mieux se connaître, de passer du temps ensemble à travers des outils digitaux, ça renforce l'empathie entre les personnes. Et puis l'inclusion, très important, des personnes qui sont par exemple plus timides, qui dans un meeting physique par exemple ont un peu plus de recul, participent un peu moins. Et en fait, avec des outils digitaux comme Teams, ils participent plus. Et les outils comme le chat, comme le fait de pouvoir lever la main, ça permet à tout le monde d'interagir et de se sentir beaucoup plus au centre. Donc voilà, il y a
des avantages, des inconvénients. Il faut tout comprendre, tout maîtriser pour que ces outils soient une vraie valeur ajoutée. Voilà ce que nous avons appris pendant ces 2-3 mois sur ce qu'on appelle le modern work, les nouvelles façons de travailler. Ça va se prolonger, bien sûr, dans un monde hybride. Donc, on va retourner au bureau. Les bureaux sont nécessaires. Il y a beaucoup de productivité, de créativité qui sort aussi de la rencontre physique entre personnes. Et ça sera une question d'équilibrer ces deux mondes, le monde du bureau intelligent, moderne, qui change, et le fait de pouvoir travailler à la maison, qui est un besoin et qui va le rester. Et donc, il va falloir équilibrer ces deux choses-là. Voilà pour la phase de réaction. Maintenant, nous avons devant nous quelque chose de très important. Je rappelle que nous l'avons vécu déjà entre 2008 et 2010, donc c'est peut-être un petit rappel de ce qui se passe, mais c'est important de se rappeler de ça. Les entreprises, les organisations qui investissent, qui ont le courage, la lucidité, la force d'investir en innovation pendant et juste après une crise majeure, sont les entreprises que 4 ou 5 ans après la crise sont celles qui gagnent sur les marchés, qui ont transformé leur business model et qui se retrouvent vainqueurs malgré l'impasse et les difficultés de la crise qu'ils ont vécue. Ça, c'est des études très importantes qui ont été faites entre 2010 et 2012 qui le démontrent. C'était la crise de 2008. La même chose, je pense, va se passer dans les prochaines années. Donc, on a vraiment un horizon, je dirais, de 18 mois et un horizon à 5 ans. Dans les 18 mois, toute entreprise, toute organisation a, je pense, la nécessité de comprendre comment on reconstruit certains processus pour les rendre plus résilients. On sait qu'une nouvelle crise peut arriver, donc on ne peut pas se laisser surprendre une deuxième fois. On a besoin de reconstruire un certain nombre de processus. Et en parallèle ou ensuite, en fonction des industries, en fonction de la situation de l'entreprise, il faut aussi se demander comment ce que nous avons appris pendant cette crise nous permet ou nous force parfois à réimaginer complètement un marché, une industrie, une relation avec les clients, une relation avec nos audiences. Donc, on reconstruit d'abord, et puis tout de suite ou juste après, on réimagine des business models sans attendre la disruption qu'elle vienne d'ailleurs. On l'a déjà vécu pendant ces quelques mois à la maison, et donc il faut juste comprendre comment on en fait une opportunité. Ceux qui le feront bien dans les 18 mois seront certainement les gagnants d'ici 4 ou 5 ans, avec des modèles qu'ils auront inventés et sur lesquels on sera très fiers d'avoir contribué. Donc, pour donner un petit peu de détails sur moi j'aime bien parler de lunettes. On met des lunettes pour regarder de façon différente le contexte que nous avons devant nous. Je vous propose 6 types de lecture. Les 6 choses que je pense qu'on peut faire pour faire ces transformations. La première est peut-être la plus simple parce qu'on l'a vécu pendant la crise, c'est réimaginer comment les gens travaillent entre elles. Jean-Philippe a parlé très justement des first line workers, c'est-à-dire les personnes qui sont physiquement sur le terrain, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui sont normalement dans un bureau. Ces deux populations-là ont travaillé depuis 2, 5, 10, 15, 60 ans parfois, de la même façon, et les outils, petit à petit, ont commencé à transformer leur façon de travailler, de collaborer. Il faut se poser la question, de façon peut-être un peu plus radicale, comment est-ce qu'on imagine non seulement les outils, ce n'est pas seulement une question d'outils, mais comment est-ce que grâce aux outils, on réimagine leur façon de collaborer, leur façon de produire de la valeur, leur façon de comprendre, créer, réaliser leur travail individuellement et collectivement. Donc réimaginer les processus d'entreprise faits d'humains grâce aux outils et pour permettre à l'entreprise, si demain il y a une nouvelle crise, d'être beaucoup plus prête à l'allumage. Tout de suite, on sait comment on opère dans un monde hybride. Le deuxième point, qui est aussi fondamental, on parle de ça aussi pendant quelques années, mais on voit qu'il y a une accélération, c'est tout ce qui est données. La donnée, c'est fondamental. On a vu dans les 10 dernières années des fantastiques entreprises de plateformes se créer de la valeur, créer de la capitalisation en bourse, créer des nouveaux services dans des industries qui étaient là depuis peut-être un siècle, et puis des nouvelles entreprises inventer un nouveau modèle juste parce qu'ils ont une vision purement, en anglais on dit data-driven. Donc ils amènent une nouvelle vision et des nouveaux services parce qu'ils basent leur vision sur la donnée. Alors, il n'y a pas de dichotomie entre données d'un côté et personne ou machine de l'autre. C'est juste que la donnée a son importance, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on exploite mieux les données à l'intérieur de l'entreprise, il faut qu'on exploite mieux les données qui sont à l'extérieur de l'entreprise, lier tout ça et faire en sorte que ces données ne soient pas juste pour quelques décideurs, mais que ces données redeviennent disponibles à chaque collaborateur de l'entreprise, d'une organisation, pour permettre
à chacun, à chacune, à chacun d'opérer de façon différente, avec plus d'intelligence, de leur permettre d'être augmentés en fait par ces informations pour exercer leur métier. Donc, premier angle, les personnes entre elles. Deuxième angle, les données pour augmenter les personnes. Troisième angle, très important aussi, c'est le monde digital par rapport au monde physique. Jean-Philippe là aussi a donné le très bel exemple d'Unilever. Aujourd'hui, le physique est à la fois élément de production de données, parce qu'un train me donne des informations, une autoroute peut me donner de l'information, un magasin peut me donner de l'information. Donc il y a du digital qui vient du physique, mais le physique, à son tour, il peut être lui aussi digitalisé. C'est-à-dire que je peux en faire, entre guillemets, une copie et je peux la visualiser, je peux comprendre ce qui se passe. Et donc, je peux faire interagir les personnes et le physique de façon complètement différente. Donc, voilà un troisième paire de lunettes qu'on peut mettre pour dire ben, je change les processus entre les gens, j'utilise mieux les données, mais aussi l'interaction entre physique et humain peut changer. Donc, des exemples tout simples, c'est il y a un chantier, dans un chantier, il y a des personnes, il y a du matériel et il y a un contexte physique. Comment est-ce que ces trois éléments opèrent ensemble? Est-ce que j'envoie quelqu'un quand je sais que l'élément sur lequel il doit travailler, il est arrivé, plutôt que de lui faire prendre du temps? Ben, tout ça, c'est des chaînes de valeur qui se mettent ensemble pour les faire fonctionner différemment. Tout ça, je dirais, quatrième paire de lunettes, nous pouvons aujourd'hui créer de la valeur à une plus grande rapidité qu'il y a quelques années. On a fait des exemples où en seulement quelques jours ou quelques semaines, on peut développer des applications. Donc, c'est le nouveau phénomène du low-code ou no-code. Pour Microsoft, lire Power Platform. C'est incroyable la réalisation de valeur qu'on peut faire en juste quelques jours. Donc, je vous invite à regarder ces nouveaux paradigmes de transformation. Et pour conclure, deux choses fondamentales. Nous ne pouvons pas opérer une transformation radicale de la façon de travailler d'une organisation sans penser à deux choses qui sont d'ailleurs les deux faces d'une même médaille. La culture de l'entreprise et les compétences de l'entreprise. Donc j'invite vraiment tout le monde, Jean-Philippe parlait de l'initiative que Microsoft a pour la partie skills avec LinkedIn, GitHub, Microsoft. Je pense que c'est une opportunité de se poser la question de comment est-ce qu'on forme tous nos collaborateurs pour être dans un monde plus digital, hybride et avec un rythme de transformation plus fort. Et en même temps, comment est-ce qu'on donne de l'empowerment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet à chacune, à chacun de réaliser ses ambitions. Et donc ça passe par un projet vraiment culturel, culture d'entreprise. Il n'y a pas d'innovation radicale grâce aux idées digitales s'il n'y a pas une culture digitale de l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà des perspectives que je voulais vous donner pour regarder comment on va réimaginer dans les prochains mois chaque business model des organisations. D'ailleurs, keynote demain matin pour parler en particulier des petites et moyennes entreprises, donc ma PME numérique, une initiative dont Thomas Coustonable va parler demain matin à 9h30 dans sa keynote, et comment Microsoft met ensemble un écosystème de partenaires pour proposer justement à chaque entrepreneur, à chaque entreprise, d'apprendre, d'agir et de se connecter entre eux et travailler ensemble sur transformation numérique. Voilà, nous reprenons avec Agnès Van de Waal, leader de notre écosystème partenaire. Donc, chez Microsoft, on dit One Commercial Partner. Et c'est vrai que ces 4 mois, c'était très intense, non seulement avec les clients, mais aussi avec nos partenaires. C'est-à-dire que tout ce que nous avons réalisé, c'était à travers notre écosystème. Donc, en quoi consiste notre écosystème ? Alors, on a une chance extraordinaire chez Microsoft, c'est qu'on a le plus bel écosystème de partenaires en France. C'est plus de 10 500 entreprises qui nous font confiance tous les jours. Des partenaires très divers, des startups, des ISV, éditeurs de logiciels, des ESN, locales, internationales. Et cet écosystème est tellement riche, peut venir en aide à tout type de clients, les aider à la transformation de nos clients, encore une fois, de la toute petite entreprise jusqu'au plus grand groupe international.
Et ce que j'aimerais souligner, Carlo, aujourd'hui, c'est finalement l'agilité, la réactivité de cet écosystème qui a juste été extraordinaire en temps de crise sanitaire. Ça a été plus de 100 offres qui ont été créées par 80 partenaires, des offres extrêmement spécifiques qui répondaient aux phases que tu mentionnais juste avant, la phase de réaction. En quelques jours, il a fallu être confiné. Comment continuer l'activité finalement économique de nos clients et de nos partenaires? Certains, en 48 heures, ont monté des offres autour de Teams, notre plateforme collaborative qui a évidemment été extrêmement utilisée à ce moment-là. Et j'aimerais citer un exemple, celui de notre partenaire Ségus pour la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales. Il faut savoir que 25 000 collaborateurs de la CNAF ont été obligés de travailler chez eux en 48 heures. Et le partenaire Ségus a pu les accompagner pour la prise en main de notre outil Teams à travers de webinaires extraordinaires. Il y avait parfois plus de 2000 personnes connectées. Donc c'est un très très bel exemple d'agilité. Et encore merci à tous nos partenaires parce que vous avez fait preuve d'une extrême agilité et ça continue au quotidien avec nos clients. Mais le partenariat que nous avons avec notre écosystème va bien au-delà finalement de ces offres. Et c'est aussi par exemple les écoles IA, tu les connais bien Carlo, qu'on a pu lancer. Tous ces apprenants qui finalement commencent une nouvelle carrière autour de l'intelligence artificielle, se certifient et puis sont embauchés après par nos partenaires. Et cette montée en compétences, cette création de nouveaux talents qui est essentielle pour les entreprises est aussi une très belle preuve de ce partenariat. Alors, compétences, là, tu touches un thème qui est très important. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe. On sait que le digital devient plus fondamental dans un monde qui change plus vite. Et du coup, la compétence devient aussi fondamentale parce qu'on ne peut pas faire de transformation s'il n'y a pas les skills, les compétences. Les partenaires, nos partenaires ont pris ça très au sérieux déjà depuis quelques années. Il y a beaucoup d'initiatives, les écoles IA en fait partie. Mais du coup, voilà, comment est-ce que tu vois notre écosystème se transformer sur le concept de compétences ? Alors, tout à fait, le nombre d'innovations est tellement important. Donc, quotidien, tous les jours, il y a de nouvelles innovations sur lesquelles nos partenaires doivent se former, se certifier. Et c'est un des objectifs principaux et nos partenaires le comprennent tout à fait. Il faut savoir qu'on a plus de 100 sessions par an dédiées à nos partenaires pour qu'ils se certifient sur plein de sujets extrêmement différents. Ça peut être la data, l'intelligence artificielle, on en parlait, mais aussi le low-code, no-code avec Power Platform, la sécurité, sans oublier notre plateforme collaborative Teams, enfin voilà, et bien d'autres sujets. Bien entendu, toutes ces formations maintenant sont digitales, Covid oblige, mais de toute façon, c'est une tendance extrêmement forte que l'on va renforcer encore dans les mois à venir. Et puis, Carlo, il faut savoir que depuis le confinement, beaucoup de partenaires nous ont appelés et nous ont interpellés en nous disant « J'ai des collaborateurs à la maison, ils ne peuvent plus intervenir sur site, j'aimerais en profiter pour aller encore plus loin dans la certification avec Microsoft ». Et on a pu comme ça certifier encore plus loin, plus de 2000 ou 3000 collaborateurs de nos partenaires lors de ces dernières semaines. Un nombre incroyable d'investissements, de temps de toutes ces personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière d'annoncer qu'on a l'écosystème le plus performant et le plus certifié France sur nos technologies, ce qui va bien entendu aider beaucoup nos clients dans les semaines à venir. Très bien. Alors, semaines à venir et mois à venir, on en parlait. On va parler de reconstruction et de réimaginer un business. Et c'est là que aussi notre écosystème a une richesse d'idées, de méthodes, de ressources industrielles, enfin que ce soit un ISV ou que ce soit des partenaires d'intégration. En fait, ils ont beaucoup d'expérience dans des environnements verticaux ou par métier client. Oui. Donc, c'est une source d'inspiration, c'est de la matière en fait pour justement aider à reconstruire, à réimaginer. Comment tu les vois bouger? Tu as parlé tout à l'heure, pendant la crise, effectivement, il y a eu, fantastique, des centaines d'offres qu'ils ont développées pour dire on est là, on peut aider. Est-ce qu'ils vont faire la même chose pour ces nouvelles phases de reconstruction et réimagination avec des offres, des propositions de valeur? En fait, toutes les équipes Microsoft ont déjà écouté nos clients, c'est le principal, pour comprendre quels étaient leurs besoins. En phase post-Covid, l'économie doit reprendre très très vite. Par industrie, par type de métier, il y a des besoins extrêmement différents. Et on a travaillé avec tous nos partenaires à définir finalement les besoins critiques dont nos clients vont avoir besoin. Et il y a 5 grands sujets. Je vais y revenir, qui sont sortis, qui sont clés aujourd'hui pour les entreprises et sur lesquels en fait, nos partenaires se sont concentrés et ont construit des offres extrêmement pertinentes.
Le premier, ça va être cost optimization, l'optimisation des coûts. Alors évidemment, quand on est dans le cloud, c'est une promesse extrêmement forte. Hein, l'élasticité du cloud sert à ça. Et je pense que cette recherche d'optimiser les coûts, il n'y a pas une entreprise qui ne soit met pas sensible, en priorité. Voilà. Un de nos partenaires, par exemple, Link by Net, avec sa solution Cloud Easier, a une offre extrêmement performante et a permis à des clients comme Solocal ou Rexel notamment d'optimiser jusqu'à 40% de sa consommation cloud grâce à leur audit, à leur méthodologie. Et du coup, cette économie permet à ces clients d'investir sur des sujets de valeur. Je pense notamment à la data, autour de l'intelligence artificielle, tu en parlais, qui va leur permettre d'être encore plus performants dans les mois à venir dans une économie qui, on le sait, va être extrêmement compliquée. Un deuxième sujet, mais c'est un peu une lapalissade, on va dire, c'est tout ce qui tourne autour de la VDI, la virtualisation des postes de travail. Mais évidemment, quand on est en télétravail, ça devient clé. Et là, j'aimerais citer un exemple qui est intéressant, c'est celui de notre client Alstom, avec 2 partenaires, DXC et Citrix, qui a permis finalement aux 2000 ingénieurs d'Alstom de continuer de concevoir leurs trains de leur salon, chez eux. C'était important, grâce aux ressources compute, notamment d'Azure, qui a permis de pouvoir utiliser des logiciels extrêmement forts en demande de données autour de la 3D, grâce aussi à nos solutions de sécurité, et puis grâce aux solutions Citrix, la compression des données, l'optimisation des flux, les trains continuent d'être faits de sa cuisine ou de son salon. C'est quand même une belle performance. Très efficace. Troisième sujet qui est clé, tu le sais Carlo, la sécurité. Les sujets de sécurité ont été aussi très critiques pendant le confinement, mais encore maintenant. Il y a eu beaucoup d'attaques en cybersécurité au niveau de toutes les entreprises. Et les partenaires, là aussi, se sont mobilisés pour cela. Je pense notamment à notre partenaire Exakis, Elite, pour le groupe Hager, qui a permis au groupe de mettre tous ses employés en télétravail. Donc ça, OK, mais surtout de leur ordinateur personnel sur des datas et sur des données d'entreprise qui sont confidentielles, donc extrêmement important, grâce à Azure Sentinel, d'avoir pu mettre ça en place. Super. Tu parlais de low-code, no-code, c'est notre sujet préféré, Carlo. En ce moment, oui. Power Platform, on adore. Donc, tout ce qui va être autour de cette agilité de créer des applications pour les métiers, les directions marketing, commerciales, aussi le back-office qui a besoin de créer ces applications. Je pense que là, c'est un sujet plus d'actualité. Et là, quel plus bel exemple je pourrais donner, ça serait celui de notre partenaire Soprasteria pour Distimask. En quelques jours, quelques semaines, il a fallu donc créer cette application qui permet aux villes de France, aux collectivités locales, de distribuer les masques, ce qui était clé au moment du déconfinement aussi, à tous leurs citoyens. Et bien entendu, on parle de masques, mais ça peut être du matériel médical, il y a un nombre infini d'utilisations. Donc un très bel exemple encore de notre partenaire. Et puis, je vais terminer en parlant de Teams. Teams, notre plateforme collaborative. Donc là, merci encore à tous les partenaires Microsoft parce que vous avez été extraordinaires dans le déploiement de Teams, dans l'utilisation, dans l'explication. Un très bel exemple aussi dans l'utilisation de Teams, ça va être pour l'AFM Téléthon, où on a pu finalement... pour une population de collaborateurs du Téléthon, mais aussi de bénévoles qui ne savaient pas forcément utiliser l'outil, le mettre en place extrêmement rapidement. Donc voilà, plein d'exemples. Je pourrais continuer à l'infini parce qu'on a beaucoup de partenaires et beaucoup de belles solutions. Alors, pour trouver des informations sur l'écosystème partenaire ou sur leurs offres, du coup, je vais où? Alors, sur le Partner Center, évidemment. Et puis, prenez contact avec toutes les équipes Microsoft qui sauront vous orienter au mieux sur quelle est la meilleure solution et offre partenaire par rapport à vos sujets qui vous concernent. Quel que soit le sujet, un partenaire est là avec la bonne solution. Et on va ajouter aussi une page partenaire, justement, dans Ma PME numérique, tout donc l'initiative pour les PME. Ça existe déjà. Il y a l'angle trouver un partenaire de telle compétence dans telle partie de France, tac, et on peut trouver le bon partenaire pour agir. Merci Agnès, je te propose, c'est sans surprise que je te propose de nous revoir dès lundi prochainement, voilà. pour Inspire, donc notre meeting avec l'écosystème partenaire de Microsoft justement, donc rendez-vous lundi. Et puis pour ce qui nous concerne, donc bonne continuation sur le Connection Forum Microsoft. Cet après-midi, rendez-vous sur la sécurité, on a parlé, très important, surtout en cette période, enfin depuis toujours, mais encore plus maintenant. Rendez-vous sur développement d'applications aussi, comment développer efficacement et rapidement des applications dans un monde qui se digitalise. On va parler de supply chain aussi et on va parler de services financiers.
Demain matin, keynote à 9h30, Thomas Coustonable, ma PME numérique, c'est très important. Et puis, beaucoup de sessions sur la technologie, beaucoup de sessions sur le développement aussi régional, Microsoft, partenaire région, très important. Et puis, bien sûr, demain, 2 sessions sur les business applications et la Power Platform. Toujours. Donc, cette nouvelle plateforme qui permet, en seulement quelques semaines, quelques jours parfois, de développer de la valeur très rapidement. Je pense que la crise nous a démontré qu'on en avait vraiment besoin. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt. Merci, Carlo.